Bonjour à tous et merci d'être là. Merci à Serge de cette invitation pour vous parler de ce métier d'avocat, de ce beau métier d'avocat. Je dois vous dire que je suis doublement heureux d'être avec vous parce que la première raison, c'est que j'ai été un jour à votre place. J'ai été lycéen dans ce lycée. C'était l'époque, j'ai fait un bac, c'était le bac B, c'était le bac économie, ce qui est SES maintenant. Et ça se partageait à l'époque entre le lycée classique là-haut et le lycée technique. J'ai fait ma terminale donc, dans ces lieux. C'est toujours avec plaisir que j'y reviens. La deuxième raison qui fait que je suis heureux d'être là, c'est que la dernière fois que j'étais venu, j'ai eu l'occasion de suivre deux étudiantes, deux lycéennes, puis deux étudiantes qui sont aujourd'hui devenues avocates, qui ont prêté serment, une l'année dernière et l'autre cette année. Il y a notamment Serge, la fille de Stéphane Bermuda, qui est avocate maintenant à Valence, et qui a donc décidé d'entamer des études de droit suite à cette conférence. J'espère qu'il y aura des vocations parmi vous et que cette conférence va vous permettre de confirmer peut-être un choix que vous avez déjà fait. Alors, ce que je vais faire, je vais me présenter d'une façon assez générale, et puis après, si vous le souhaitez, je répondrai à vos questions. Et si je vais faire comme les hommes politiques, c'est-à-dire si vous n'avez pas de questions, je vous répondrai aux questions que vous n'avez pas posées. Ça sera plus simple. Alors, je suis Olivier Constant, maître Constant, je suis avocat depuis le 23 janvier 1995, donc ça fait maintenant 27 ans. C'est assez ancien, ça veut dire que je ne suis pas tout jeune non plus. 27 ans d'exercice d'avocat, je dois vous dire que je ne me suis jamais ennuyé. Je vais vous le dire régulièrement, c'est un beau métier, alors peut-être que ça fera un leitmotiv, mais vraiment, vous allez voir, je le vis depuis 27 ans et je suis toujours aussi passionné, c'est peut-être un grand mot, parce que la passion dans le travail, c'est quelque chose de particulier, mais en tout cas, je suis toujours à 100% dans mon travail après 27 ans d'activité. Alors, mon parcours, il est relativement simple de point de vue des études. J'ai été comme vous, lycéen, sur ces bancs. Puis, je suis parti faire mes études de droit à Grenoble en première année. Ma L2, je l'ai fait à Lyon. Ma L3, je suis revenu à Grenoble. Ma L4, je suis parti à Montpellier. Enfin, pas ma L4, mon Master 1 à Montpellier. Master 2 à Montpellier, et j'ai fait l'école des avocats à Marseille. Alors, vous allez vous dire, c'est quand même bizarre comme parcours. Il n'y a aucune logique à ça. La seule logique, c'était mes aventures amoureuses, parce que mes petits amis étaient disséminés dans cette partie du sud de la France. Et donc, je trouvais que c'était plus pratique de changer de fac plutôt que de changer de copie. Ceci étant, ça ne m'a pas empêché d'être sérieux, puisque je suis passé, j'ai passé sans encombre toutes mes années de droit. Et donc j'ai fait une licence droit privé, j'ai fait une maîtrise, on appelle ça la maîtrise, c'est un master 1 de droit de l'entreprise, droit des affaires. Et j'ai fait un master 2, à l'époque ça s'appelait DESS, qui est un master de droit du travail. C'est-à-dire que dans le droit de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les relations entre les salariés et les employeurs. Et j'ai fait ça, je me suis spécialisé là-dedans pendant un an pour mon Master 2. Quand je suis sorti de Master 2, à l'époque, il y avait l'armée, donc je suis parti un an à l'armée. Et puis après, j'ai passé le concours d'entrée à l'école des avocats que j'ai obtenu. Et je suis allé faire mon école des avocats à Marseille, toujours selon la même logique, puisque mon copine était à Marseille à cette époque. Tout s'est bien passé à l'école d'avocat. Je suis sorti de l'école d'avocat, j'ai réussi, et donc j'ai commencé à travailler en 1995. Alors là, j'ai un autre parcours. J'ai fait quelques mois à Paris, dans un gros cabinet parisien. Après, j'ai fait quelques mois à Montpellier, je crois 6 mois, puis après, je suis revenu à Marseille. Alors là, c'était plus une logique amoureuse, c'était une logique professionnelle. J'ai eu des propositions à différentes périodes, et donc j'ai suivi qui me semblaient les meilleures. La particularité, c'est que j'ai exercé pendant 5 ans, donc, après ces deux petites expériences Paris-Montpellier, j'ai exercé à Marseille pendant 5 ans en tant qu'avocat collaborateur, et j'avais toujours eu l'ambition de revenir ici. Alors, c'est une petite ambition, certains diront, il y en a qui
rêve d'aller dans les grandes villes. Moi, je rêvais de revenir là où j'avais grandi. Et donc, je me suis installé dans les années 2000. Donc, quand on s'installe comme avocat, souvent on rachète une clientèle, mais ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait personne sur place. Donc, j'ai posé ma plaque et je me suis installé, j'ai construit ma clientèle comme ça fait maintenant un peu plus de 20 ans. Et je n'ai jamais regretté ce choix. Voilà pour la présentation générale. Est-ce que vous voulez poser des questions à ce stade-là? Pourquoi avocat, quand vous avez commencé, quand vous avez entamé vos études de droit, vous êtes tout de suite dit aller vers avocat? Alors, avocat, c'était quelque chose que j'avais dans le coin de la tête quand j'ai entamé mes études de droit, mais je n'étais pas encore vraiment fixé et j'avais ce métier d'avocat me semblait très difficile pour moi en fait. Donc, si tu veux, je l'avais dans un coin de la tête, mais ça me semblait un peu inabordable pour moi. Voilà. Et c'est après en cours d'études de droit, parce qu'au lycée, on ne peut pas dire que j'ai été un élève très brillant, c'était même très très moyen. Je ne travaillais pas beaucoup à l'époque, jusqu'à ce moment-là. Et c'est la fac de droit qui m'a révélé en fait, à la fois sur la matière et à la fois sur la méthode de travail. Avec le recul, je me suis rendu compte que j'étais un peu confiné dans j'étais un peu confiné au lycée parce que j'étais trop. Il y avait trop d'encadrement, on va dire. La faculté, quand vous rentrez en fac de droit ou n'importe quelle fac d'ailleurs, ça a une particularité, c'est que ça correspond à un profil d'élèves particulier parce que moi, je me souviens des premiers cours à la fac de droit de Grenoble, on était dans des amphis, on était 800 dans l'amphi. Et je peux vous dire que le prof, vous êtes en haut de l'amphi, que vous écoutiez, que vous lisiez, ou que vous fassiez ce que vous voulez, le prof, il s'en manque. Il évite son cours et puis après, il s'en va et puis c'est réglé. Mais vous pouvez écouter, vous pouvez ne pas écouter si c'est votre envie, mais il n'empêche qu'à un moment donné, il faut travailler. Mais vous travaillez quand vous voulez. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'heure de cours, mais il faut vous imposer une discipline de travail. Il faut avoir envie de travailler, il faut aimer ce que vous faites, il faut avoir une discipline de travail. Et je crois que moi, c'est cette liberté qui a permis que je me révèle un peu. Alors, je reviens sur ta question, du coup, je suis allé un petit aparté sur le. Est-ce que c'était d'entrée? Non, c'était pas d'entrée, je l'avais dans un coin de la tête. Après, au fur et à mesure que ça avançait, je me disais, je me rapproche. Et puis, c'est en 5e année de droit que vraiment ça s'est décidé parce que au cours de cette 5e année de Master 2 en droit du travail, j'ai fait des stages dans des cabinets d'avocats, à la fois en province et à la fois à Paris. Et j'ai fait des stages en entreprise en tant que juriste d'entreprise. Et là, je me suis dit vraiment, ce que je veux faire, c'est avocat. Parce que ça correspondait aussi à une certaine recherche de liberté. Dans l'entreprise, j'ai eu peur d'avoir toujours un supérieur hiérarchique. Et je crois que j'avais, dès le lycée, sans doute, j'avais ce problème d'autorité. Et c'est pour ça que à la fois dans ces études de fac où je me sentais libre, à la fois dans ce métier, j'ai trouvé vraiment ce qui correspondait peut-être à mon caractère. Oui, cette notion de profession libérale. C'est ça. Oui, alors, du coup, on m'a parlé de l'organisation du métier d'avocat. Comment on peut exercer les modes d'exercice de ce métier d'avocat. Alors, les modes d'exercice de ce métier d'avocat, il y en a plusieurs. Vous pouvez être avocat, ce qu'on appelle avocat collaborateur de notre avocat. Ce que j'ai été moi pendant 5 ans à Marseille, j'étais collaborateur de notre avocat. C'est-à-dire que c'était un autre avocat qui me donnait ses dossiers, je traitais ses dossiers, j'allais plaider de temps en temps ses dossiers, et après il me payait. Mais je n'étais pas salarié quand même, parce que la particularité de cette période-là, c'est que vous êtes collaborateur, mais que vous pouvez avoir vos propres dossiers. Donc déjà, vous travaillez pour quelqu'un, mais vous développez vous-même le début de votre clientèle. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt, c'est un peu idiot de dire ça, mais si vous êtes un peu sympa, les gens vont plus facilement vous confier des dossiers. Si vous êtes une porte de prison, les gens ils vont avoir moins de confiance et peut-être qu'ils vous confient moins de dossiers. Donc quand vous êtes jeune, que vous savez y faire un peu commercialement, vous pouvez déjà commencer à créer votre clientèle, tout
tout en travaillant pour quelqu'un d'autre, ce qui vous permet d'avoir un minimum pour vivre, parce qu'on ne gagne pas non plus des 100 000 en tant qu'avocat, mais dès que vous rentrez quelques petits dossiers à vous, ça complète la rémunération et ça vous permet de gagner votre vie. Donc ça, c'est le premier mode d'organisation. Au début, c'était en tant que libéral, collaborateur. Après, vous pouvez être avocat salarié, donc vous travaillez pour quelqu'un et là, vous avez le statut de salarié, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir votre clientèle, vous travaillez que pour la clientèle de votre employeur. Ça, c'est moins rigolo, hein, parce que toute la partie développement de clientèle, vous ne la faites pas. Et puis après, il y a la troisième partie, c'est comme je suis moi, c'est-à-dire que vous êtes libéral, vous travaillez pour vous, et vous avez votre cabinet, et là, vous pouvez soit travailler tout seul, moi je travaille tout seul parce que dans les petites villes, c'est compliqué d'être associé à plusieurs, mais après, dans les grandes villes, vous pouvez travailler pour vous, tout en étant associé avec d'autres avocats et partager les compétences. Voilà l'organisation en gros, du métier d'avocat. Pour un avocat en place, tu parles donc de collaborateur, ce qui veut dire que le cabinet d'avocats qui te reçoit a dans son idée, son partage, bien intégré le fait que les clients dont tu vas traiter les dossiers, ce sont des clients que tu peux garder après ce passage de collaboration. Alors, c'est un point le plus compliqué parce que le collaborateur, il n'est pas censé piquer les dossiers de son maître de stage. Quand même. Donc, en général, les collaborateurs, ils travaillent les dossiers. Et après, si un jour, puisque le but, c'est pas de rester collaborateur toute sa vie, le but, c'est un jour de s'installer. Et effectivement, un jour, le collaborateur va s'installer. En général, le patron, entre guillemets, garde sa clientèle et garde ses dossiers. Mais par exemple, pour citer, parce que c'est toujours intéressant, mais citer vraiment un cas précis, puisqu'on en connaît une qui vient de s'installer sur Valence, elle a une rémunération, elle est collaboratrice, donc elle est en profession libérale, elle est en collaboration avec un cabinet de Valence. Je crois que sa rémunération en tant que collaboratrice, c'est 3 000 € par mois, sachant qu'elle doit payer ses charges, c'est-à-dire on enlève en gros 30%. Donc, en gros, ça lui fait 2 000 €. Mais elle fait, par exemple, ce qu'on appelle les permanences pénales. Elle commence à avoir ses propres dossiers. Elle est de permanence, puisque quand vous êtes jeune avocat, vous êtes de permanence, notamment pour les gardes à vue. Et quand vous faites une intervention en garde à vue, vous gagnez, je crois, 350 € l'intervention. Ce qui veut dire que quand elle est de permanence, qu'elle fait 4 gardes à vue dans le week-end, puisqu'elle est de garde à vue, par exemple, le week-end, ça lui fait 1 400 € en plus. Donc, rapidement, on peut, même en étant jeune avocat, on peut gagner sa vie quand même, à condition d'avoir une collaboration. Oui. Quels sont les types comment se déroule la journée type? Alors, je vais te parler de la mienne, parce que je ne connais pas toujours celle des autres. Alors, moi, je pense que je dois être l'avocat qui commence le plus tôt le matin de la classe, puisque je commence à 7h30, ce n'est pas une obligation. Quand j'ai commencé, surtout quand j'étais à Marseille et à Paris, dans les grandes villes, ils commencent plus tard. On commençait vers 9h, 9h15, jamais avant. Mais nous, on est dans une région où les gens travaillent beaucoup, parce qu'à Marcoux, les gens arrivent à Marcoux à partir de 8h. Enfin, tout le monde se met en place assez tôt. Moi, je finis à 7h. Voilà. Ça me permet de commencer la journée un peu avant les autres et de travailler. Alors, en gros, il ne se passe pas une journée sans que j'ai une audience. Normalement, ce matin, par exemple, j'étais à l'UCS pour une audience. Donc, j'ai mon audience. Après, je reviens de l'audience, j'ai des rendez-vous. Et puis, le soir, je pose mes dossiers. Alors, c'est des journées assez remplies, assez speed. Pour autant, ce métier a plein de bons côtés. Après, je vous parlerai des mauvais côtés. Le speed fait partie de ces mauvais côtés et la pression à assimiler, à intégrer est un élément important. Est-ce que vous pouvez parler des différentes branches des avocats? Oui, je vais vous parler de ça parce que c'est un élément vraiment très important et j'allais te dire merci de me poser la question. J'allais en parler. En fait, une des particularités de ce métier, c'est qu'en fait, il y a plusieurs métiers dans le même métier. Et ça, c'est important. Et moi, qui ai évolué dans ce métier, je peux d'autant plus vous en parler. C'est-à-dire que ce métier peut être différent
si vous l'exercez à Paris ou à Bagnoles, c'est pas le même métier, on est très vite pour toi. Que vous l'exerciez seul ou en association, c'est pas le même métier. Et suivant les matières qu'on travaille, c'est pas le même métier. Je vais vous donner un exemple, et après, je répondrai plus précisément à ta question. Quand j'ai démarré ce métier, donc j'étais à Marseille, j'avais fait Master 1 droit des affaires, Master 2 droit du travail. Je travaillais que dans le monde des affaires, entre guillemets. J'étais collaborateur d'un cabinet qui faisait que du droit des affaires. Il y a des clients que je n'ai jamais vus. Alors, à l'époque, ce n'était pas le mail, c'était pas, mais on communiquait par fax ou par courrier. Il y a des clients que je ne rencontrais pas, c'était des grandes entreprises. Ils nous envoyaient des dossiers, on les traitait, on leur envoyait le travail qu'on faisait. C'était un peu impersonnel parce que c'était un peu la grande ville et un peu le droit des affaires et les grands dossiers. Là, je travaille à Saint-Esprit, j'ai une clientèle au Bagnoles, j'ai une clientèle qui est une clientèle personnelle, c'est-à-dire que tous les gens, je les reçois, je ne traite pas le dossier sans recevoir les gens. Nécessairement, il y a une relation qui se crée entre l'avocat et le client. Et donc, c'est un autre métier que j'ai découvert quand je me suis installé ici, à la fois sur les matières et à la fois sur la relation humaine qu'on peut avoir avec les gens. Et sur les matières, c'est pareil. Quand je suis revenu à Saint-Esprit, j'ai travaillé beaucoup le réseau droit des affaires. En fait, ce que je faisais à Marseille, c'est ce que je savais très bien faire à l'époque. Petit à petit, j'ai décalé mon activité vers le droit privé, vraiment privé, pour faire maintenant du droit de la famille, du droit immobilier, du droit pénal, d'être un peu plus généraliste. Mais ça fait quand même, par exemple, je donne un autre exemple, ça fait 6 ans maintenant, j'ai fait des formations sur le droit agricole, par exemple, qui est un droit avec la viticulture, qui est un vrai droit, il y a un vrai contentieux qui existe ici. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu en faire. Depuis 6 ans, j'ai fait des formations que j'en fais. Ça me redonne du boost parce que c'est pas ce que je faisais il y a 20 ans. Du coup, ça me fait redécouvrir ce métier sous une autre facette avec notre clientèle agricole. Et c'est aussi ça la beauté de ce métier, c'est que suivant comment vous l'exercez, où vous l'exercez, selon les matières que vous exercez, c'est un autre métier, c'est le même métier, mais c'est une autre façon. Et ça permet de se régénérer en permanence. Alors maintenant, je vais répondre plus précisément à ta question. Quelles sont les branches? Alors, il y a une multitude de branches. Il y a chaque matière, il y a des avocats spécialisés par matière. Par exemple, il y a des avocats spécialisés en droit du travail, que j'étais censé, moi, devenir, en fait. Après, il y a des avocats spécialisés en droit des sociétés. Il y a des avocats spécialisés en droit pénal. Vous savez, c'est ce qu'on voit souvent à la télé, il y a des dossiers de vol, de viol, de drogue, et ainsi de suite. Droit pénal. Il y a des avocats spécialisés en droit immobilier. Donc, au départ, c'est en fonction du Master 2 que tu vas faire, et puis en fonction de l'employeur qui va te faire confiance au début, qui va te faire traiter des dossiers. Et en fonction de ça, petit à petit, tu vas te diriger vers une branche ou vers une autre. En fait, le choix du master, c'est effectivement un choix, comme tu disais, où il reste encore généraliste. Alors, c'est un choix qui est quand même très important. Le master, c'est très important, ne serait-ce que pour le CV, c'est-à-dire que sur votre CV, vous avez marqué master 2 de quelque chose, et s'il est redonné, ça sera plus facile pour trouver un emploi par la suite. Après, c'est qu'une année, le Master 2, c'est qu'une année, c'est-à-dire que par exemple, moi j'avais fait le droit des entreprises avec de la comptabilité, des choses comme ça, puisque j'ai passé en parallèle le petit diplôme de comptabilité. Le fait de me spécialiser à un moment donné en droit du travail n'empêchait pas de gérer les autres côtés de l'entreprise. Donc, vous avez, au terme de vos études de droit, vous avez quand même une palette de droits que vous avez étudié qui vous permet d'intervenir dans beaucoup de choses. Après, la spécialité, c'est être spécialisé dans une matière, c'est à la fois bien et pas bien. Le bien, c'est que vous maîtrisez parfaitement votre matière, que vous êtes pointu. Sachant que dans les spécialités, par exemple, moi, quand je suis sorti de DESS droit du travail, j'ai une des filles qui était avec moi qui s'est spécialisée dans le droit du travail. Ok, mais dans le droit du travail, c'était spécialisé dans les contrats de travail de gens expatriés qui partaient à l'étranger. Alors, c'est vraiment une petite niche. Moi, c'était pas mon truc. Moi, j'ai besoin de voir un peu plein de choses, de renouveler. Voilà, chacun en fonction de son caractère. Hein. Il y a des gens qui aiment bien vraiment
maîtriser de A à Z le truc, parce que ça les rassure. Moi, c'était pas mon truc, j'aime bien toucher un peu partout et découvrir des choses quand ils le font. Pendant l'année de Master 2, il y a aussi des temps de stage, des heures de formation, donc la possibilité de cibler un cabinet qui attire de par ses compétences. Le Master 2, vous ne pouvez pas faire l'économie de ne pas en faire un. Parce que vous pouvez vous arrêter au Master 1 et passer tous les concours qui existent, pas de problème. Mais en réalité, en Master 2, d'abord, comme ce sont des matières plus spécialisées, vous apprenez à réfléchir sur une matière et cette façon de réfléchir vous servira pour tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Master 2, comme dit Serge, vous permet d'aller en stage. Vous allez en stage en cabinet d'avocat, vous allez en stage en entreprise. Ça vous permet non seulement de découvrir ce qu'est l'entreprise, de découvrir ce qu'est le cabinet d'avocat, mais ça vous permet aussi de nouer des contacts. Moi, par exemple, quand je disais tout à l'heure que je suis revenu au moment où j'ai eu une belle proposition à Montpellier, c'est parce que mon premier stage en Master 2, je l'avais effectué dans ce cabinet. Et donc, ils avaient, à un moment donné, ils avaient besoin de quelqu'un, ils m'ont rappelé en priorité, parce qu'ils me connaissaient, et ça les intéressait que je vienne. Donc, le Master 2, à mon sens, c'est indispensable d'en faire. Ça fait un an de plus, mais c'est indispensable. Quel type de client pourquoi en tant qu'avocat Alors, en fait, quand tu fais beaucoup de droit du travail, en général, tu es soit du côté de l'employeur. Donc là, tu reçois des chefs d'entreprise qui viennent se plaindre de ses salariés, soit tu es côté salarié, et là, tu reçois des salariés qui se plaignent de son patron. C'est aussi simple que ça. Mais dans les deux cas, j'allais dire, pour nos entreprises locales, puisqu'on on a un tissu économique qui est un tissu de petites entreprises, Agnols, dans notre coin, il y en a beaucoup, puisque c'est un bassin d'emploi très fort, mais ce sont des petites entreprises, donc c'est une matière qui est très personnelle, en fait, parce que c'est plus qu'un employeur et qu'un salarié, ce sont souvent des gens qui ont noué des relations tout au long de ces années, et c'est toujours une déchirure pour les uns et pour les autres. Donc c'est une matière où l'aspect humain est très important. C'est technique, parce que c'est du droit, ça reste technique, mais l'aspect humain est toujours très important. Quand je t'appelle au téléphone, en attendant d'avoir le secrétaire, j'entends droit avocat à la cour d'appel de Nîmes. Est-ce que là, tu peux me donner quelques... Alors, on est rattaché administrativement à d'abord un barreau, c'est-à-dire que moi je suis du barreau de Nîmes. Il y a le barreau d'Alès, dans le département du Gard, il y en a deux. En général, il y en a un, deux, quelquefois trois dans les grands départements comme le 13, où il y en a trois. Mais sinon, c'est un ou deux maximum. Les petits, par exemple, à Privas, il n'y en a que dans le 84, il y a Carpentras et Avignon. On est d'abord attaché au barreau, à l'ordre des avocats. On s'inscrit à l'ordre des avocats. Lorsqu'on s'inscrit à l'ordre des avocats, ils vous demandent de savoir. Ils vérifient si vous n'avez pas été condamné. Enfin, il y a deux, trois petites choses qui se mettent en place. Et on est référencé à l'ordre des avocats de Nîmes. Et puis, en ce qui concerne les juridictions, on est donc rattaché au tribunal judiciaire de Nîmes et à la cour d'appel de Nîmes. La cour d'appel de Nîmes rassemblant les départements du 30, du 07, du 48, du 84 et du... Alors, les études, on va en parler. Juste avant, tu disais ce matin, je suis allé plaider où j'étais sur USES. Donc, Nîmes, USES. Alors, pourquoi USES? Ça ne t'interdit pas d'intervenir. Ah oui, oui, c'est important parce que c'est pas parce que je suis du barreau de Nîmes que je suis cantonné à Nîmes. J'ai des dossiers à Paris, j'étais la semaine dernière à Aix-en-Provence,
J'ai toujours des dossiers à Marseille parce que j'ai d'anciens clients marseillais. Donc, on plaide de partout. Simplement, quelquefois, on est obligé de prendre un correspondant pour des questions d'organisation. Mais on peut aller plaider de partout. Et donc, les études. C'était ça. Alors, les études. Il y a une particularité de ces études, c'est qu'elles sont longues. Puisque pour être avocat, moi je pense qu'il faut faire 5 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il faut faire 1 an d'école d'avocat. Donc ça fait un minimum, vous partez sur 6 ans. Donc c'est fastidieux, on va dire, hein. C'est pas toujours facile. Est-ce que ce sont des études qui sont dures? Moi je crois pas. Ce sont des études qui demandent beaucoup de sérieux, par contre. Et ça, on ne peut pas faire l'économie. Est-ce que la réputation du droit, c'est de dire qu'il faut apprendre par cœur? C'est faux. Alors, il faudra apprendre. Quelquefois, il faudra faire du par cœur parce que c'est plus facile. Moi, je vous conseille des fois, quand vous avez quelque chose à apprendre, faites du par cœur parce que ça vous permet de ressortir plus facilement des choses. Hein. Et c'est pas plus dur. Mais les principales qualités pour faire de bonnes études de droit, je crois, outre le travail, c'est synthèse, analyse et synthèse. Analyse et synthèse, pourquoi? Parce que souvent, on va donner, par exemple, une situation. Et c'est ce qui se passe dans mon métier toujours. Hein. C'est-à-dire, on vous donne une situation, on vous dit voilà ce qui se passe, il y a ça, monsieur Untel a fait ça, monsieur Untel a fait ça, et on vous décrit une situation. Il faut analyser la situation. À partir de cette analyse, il faut tirer vers une synthèse et tirer les éléments juridiques importants. Et quand vous avez fait cette analyse et cette synthèse, par votre savoir, vous répondez, vous avez en général la réponse. Donc, est-ce que ce sont des études fastidieuses? Oui. Est-ce qu'il faut travailler? Nécessairement. Est-ce qu'il faut être organisé? Oui. Est-ce qu'il faut apprendre par cœur tout le temps? Non. Il faudra réfléchir, surtout réfléchir. Vous savez, le droit, c'est quelque chose de logique. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'une loi sort, c'est qu'il y a une situation. Quand il y a une loi qui est votée, en général, cette loi est votée parce qu'il y a une situation qui a fait que le législateur a dit je vais résoudre le problème qui existe dans la société, je vais faire une loi. Si on en arrive au bout de ce cursus, c'est qu'il y a une logique qui s'est mise en place et le droit, à part, quelquefois on va vous citer des textes de loi qui sont complètement idiots, mais d'une façon générale, il y a une certaine logique. C'est pour ça que celui qui a le bon sens a plus de chances de réussir que le farfelu qui pense que c'est n'importe quoi. Alors, n'hésitez. Oui, vas-y. Quelles conditions se passe l'admission en école d'avocat? Alors, l'admission. Ça, c'est la fin. Ouais, alors je reviendrai sur ça. Mais je finis sur les études, parce que c'est important, je voulais vous dire. Donc, ces études, donc, vous faites au 5 ans, pas de problème. Ce que je peux vous dire quand même tout de suite, c'est qu'il y a une particularité, c'est que vous allez faire des matières que vous n'avez jamais faites en réalité. Vous allez un peu le découvrir. Dans les matières que vous allez faire, en première année, par exemple, on fait introduction au droit, on fait histoire du droit, on fait droit constitutionnel, qui est le droit constitutionnel, c'est l'organisation politique de l'organisation politique de l'État, c'est-à-dire notamment la République de 58, la 5e République. On fait de l'économie. En deuxième année, on va faire, je crois, des libertés publiques. Parce que je veux vous dire, c'est qu'en première et deuxième année, vous allez être confronté à des matières que peut-être vous n'allez pas du tout aimer. Il faut l'intégrer, ça. Et il faut faire l'effort de passer ces 2 ans. Parce qu'il faut se dire que ça ne va pas être tout le temps comme ça. Moi, je sais que j'ai eu des matières, ça a été long, mais long. Mais ça ne fait rien, quoi. Quand après on passe en 3e, 4e, 5e, c'est fini. Après, on n'a que du vrai droit. Mais ces premières années, les 2 premières années, il faut faire attention de ne pas vous décourager à cause de matières qui sont des matières que vous ne pouvez plus après, en fait. Donc, le vrai droit, il arrive à partir de la licence, surtout, de la L3, pardon, où là, vraiment, on attaque tous les droits, c'est-à-dire droit administratif, droit civil, droit pénal, droit commercial, droit du travail. Là, on attaque toutes les palettes du droit, en fait. Quand vous serez en terminale, donc, sur Parcoursup, vous choisirez une licence de droit. Nîmes fait Montpellier,
possibilité de choisir plusieurs facultés. Et comme vient de le dire Maître Olivier Constant, il va y avoir des étapes. Mais moi, je suis plus à conseiller et à effectivement déclarer ces étapes en première et deuxième année, parce qu'elles sont quand même malgré tout, elles vous construisent. Donc, vous recevez des informations effectivement peut-être pas forcément passionnantes, mais je crois qu'il y a un moment donné dans votre carrière, vous vous souvenez de ça. Et à mon avis, c'est très très important pour construire votre personnalité des métiers du droit, d'avocat, à voir. Mais c'est quand même très. Oui, dans tous les cas, ces matières-là, c'est la culture générale, hein, dont vous allez observer tout à l'heure. Peut-être pas pour résoudre le problème de l'entreprise Untel ou de monsieur Untel, mais en tout cas, ça va vous enrichir. Par exemple, quand on fait l'histoire du droit, on fait la monarchie, l'organisation de la monarchie, on fait après la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé, les premières constitutions, les premières républiques, ben, c'est la culture générale avec des textes de droit, puisqu'au milieu, il y a les constitutions et autres, et il faut bien savoir comment fonctionnait l'État à cette époque-là. Alors, certains, pour ceux qui n'aiment pas l'histoire, c'est toujours un peu long, puisque c'est le retour que j'ai de certains étudiants, mais ça ne dure pas longtemps. Donc, il faut faire l'effort de passer ça, parce qu'après, vous en aurez plus. Donc, ne vous découragez pas pour ces quelques matières. N'abandonnez pas le droit si vous sentez que le droit vous plaît. N'abandonnez pas pour des matières que vous ne verrez plus là. Alors, je réponds pour l'examen d'avocat. Alors, l'examen d'avocat, on peut le passer après le Master 1, ou en général, c'est le Master 2. Alors, c'est une note de synthèse et une dissertation. Et après, vous avez quelques petites matières à l'oral. Mais en fait, c'est un examen à la sortie de la fac. Il faut le préparer quand même. Non. Alors, certains le préparent pendant un an. Après, en fonction, alors je sais que par exemple, c'était mon cas, mais il y a des Master 2 qui, au sein du Master, préparent déjà. Par exemple, vous avez à Montpellier le DJCE, ce qu'on appelle le diplôme de juriste conseil d'entreprise. En même temps, vous préparez l'examen d'avocat. Et c'était mon cas, le droit du travail à Montpellier. Pareil, on le préparait avec le DJCE, puisque c'était les deux masters de phare de la fac. C'était bon, je ne sais pas si vous avez maintenant. En fait, on entend beaucoup parler de droit, et tu l'as approché tout à l'heure, par rapport à l'international, par rapport à l'Europe, par rapport à des affaires sensibles que l'on lit actuellement. Et c'est vrai que moi, j'ai ce sentiment, tu vas certainement y répondre, je pense que le métier d'avocat, c'est aussi un métier, je dirais, international. Parce qu'il va chercher, je suppose que tous les droits ne sont pas identiques dans tous les pays, et il y a peut-être, là, on rejoint peut-être une spécificité particulière ou des particularités. Il y a toujours une dimension européenne, de toute façon, puisqu'on est quand même soumis à Bruxelles, qu'il y a des directives qui sont transposées, puisque les directives européennes sont transposées dans notre droit, et qu'à tout moment, on doit s'interroger, lorsqu'on applique le droit français, s'il est en conformité avec le droit européen, par rapport aux grandes règles édictées par l'Europe. Donc, on peut pas faire l'impasse sur le droit européen, de toute façon, aujourd'hui, même si ça se fait naturellement. Et puis, on a un droit, nous, qui est plutôt en avance par rapport à d'autres pays européens, d'une façon générale. Donc, en général, quand c'est appliqué au niveau de l'Europe, 80% des cas, c'est déjà appliqué chez nous. Après, la dimension internationale, ça fait partie, on parlait tout à l'heure des spécialités. Le droit international est une spécialité dans le métier d'avocat. C'est-à-dire qu'il y a des confrères. Mon maître de stage, par exemple, moi, quand j'ai attaqué, il était avocat à Marseille, il avait un cabinet à Paris, et il était correspondant, enfin, il était inscrit au barreau de New York aussi. Il faisait des affaires, c'était faramineux, mais moi, ça m'a permis d'aller, par exemple, travailler sur des dossiers un peu particuliers à cette époque-là, puisque j'ai géré
Je suis parti quand j'étais en 4e année, je pense en 2000, juste avant que je parte, mais le cabinet avait obtenu de Bruxelles l'organisation du ramassage des ordures ménagères à Agadir, au Maroc. Donc il fallait organiser tout ça, mettre en place le marché public, enfin voilà. Du coup, je suis allé 4 jours à Agadir, en vacances. Payé par Bruxelles, hein, attention. Alors, justement, on parle de Bruxelles, je donne la main après. Pendant vos 3 premières années, jusqu'à L3, vous avez des ECTS semestriels, donc crédits, et des matières, donc vous validerez vos matières, vous obtiendrez vos crédits chaque fin de semestre. Je voulais rebondir sur le fait, parce qu'on parlait de Bruxelles, en New York, c'est peut-être un peu loin, mais en Europe, vous avez la possibilité de faire un semestre de droit dans un pays européen. Hein, sachez qu'avec les programmes Erasmus, avec aussi, et j'en profite pour vous dire, on a tout sur ligne. On a la maison de l'Europe qui existe à Lille, et vous avez cette possibilité d'avoir toutes les informations concernant une sorte de césure, c'est-à-dire que vous pouvez interrompre le circuit français et aller voir 6 mois ailleurs, et bien entendu passer aussi aux ECTS, parce que les ECTS sont européens. Donc Erasmus, alors moi j'ai pas fait, hein, je suis resté plutôt local, mais une petite copine à l'étranger. Mais je vous invite évidemment à y aller parce qu'on est dans une phase aujourd'hui où, je le vois, on demande aux étudiants de plus en plus de double formation, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Et du coup, un voyage à l'étranger me semble quand même très intéressant pour limiter ça, pour permettre ça. Alors, il y a des équivalences, ouais, tout à fait. Souvent, les pays, il y a des équivalences où en fait, par exemple, je ne sais pas dans les autres pays, mais par exemple, on a des confrères étrangers qui viennent en France. Alors, il y a des équivalences de diplôme, évidemment, et puis après, il y a un petit examen en langue, en fait, pour ça. Bien maîtriser la langue, bien maîtriser le droit français, et puis après, ils s'inscrivent, effectivement, on peut travailler. Moi, j'ai le cas de deux copains avec qui j'ai fait des études. Il y en a un qui est avocat en Espagne, à Valencia, et l'autre qui est en Italie, alors je ne sais pas exactement, puisqu'il travaillait à la frontière, et du coup, il est passé côté italien. Oui. Est-ce que, parmi son nouvelle communication de droit la prochaine, est-ce qu'on doit se fier aux premiers résultats qui peuvent être catastrophiques, ou est-ce qu'on évolue dans le droit Alors, il ne faudra pas se fier à tes premières notes. Ça, c'est sûr, parce que quand je l'avais noté, et en première année, au début, tu vas faire de l'introduction au droit. C'est vraiment il t'explique comment ça fonctionne, en gros. Tu vas faire de l'économie, de l'histoire du droit constitutionnel et peut-être des relations internationales. Donc, rien à voir avec le droit. Quasiment rien à voir. Le premier semestre, il est terrible. Hein. C'est pour ça que je vous alertais tout à l'heure. C'est que le premier semestre est terrible pour ça, parce que vous risquez d'abandonner alors que vous n'allez pas encore attaquer le droit. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres? Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit... Alors, la position officielle, ça voudrait qu'on dise tout le monde est pareil. En réalité, moi, je pense qu'il y a des facs qui sont peu plus que d'autres. Alors, vous avez à Paris, toujours pareil, à Sens, à Paris, qui est un peu au-dessus. C'est en fonction, en fait, la valeur des facs, c'est souvent en fonction de la valeur des professeurs qui y enseignent. Mais juste leur nom, après l'enseignement, je ne sais pas si c'est meilleur ou pas, parce que ce n'est pas parce que le prof il a écrit 50 bouquins qui est très bon sur les bouquins que nécessairement c'est un bon pédagogue, que ça va être un bon prof. Mais il n'empêche que, par exemple, chez nous, il y a 2 facs qui sont historiques. Montfort, c'est Aix-en-Provence et Montpellier. Et c'est meilleur que, moi je pense, à moi qui ai fait quand même plusieurs facs, je pense que Montpellier, sur certaines matières, notamment en droit du contrat, c'est une des facultés, et en droit du travail aussi, c'est une des facultés de référence. Elle est dans le top 5. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et Aix, dans le top 10. Ouais.
Après, moi j'étais parti à Lyon, qui avait un moment bonne réputation, et puis après qui s'est complètement écroulé, notamment je pense pour des questions liées aux négationnistes. Il y avait 3 profs à Lyon qui étaient des négationnistes, des trucs terribles qu'on entendait il y a 20 ans. Les négationnistes, c'est ceux qui ne croient pas à la Shoah et aux chambres à gaz et autres. Voilà, en fait, c'était une fac de facho. Et puis, je dis, ouais, non, mais c'est vrai, parce que moi, j'y étais pendant 1 an et je le ressentais vraiment. L'extrême droite était très présente. Voilà. D'ailleurs, vous avez peut-être un peu suivi dans certaines facs l'influence de certains présidents ou maîtres de conférences qui conseillaient de voter. Après, je ne vais pas m'exercer sur le type de vote. Est-ce qu'il y a des grosses différences de salaire en fonction des grosses choses? Il y a quand même des grosses différences de salaire. D'abord, il y a des grosses différences de salaire en fonction de ce que tu es toi. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, gérer un cabinet d'avocats, c'est comme gérer une clientèle. Je ne sais pas si vous avez si parmi vous, il y a des entrants de chefs d'entreprise, de commerçants et autres, mais le métier d'avocat, c'est aussi un peu ça, même s'il ne faudrait pas le dire comme ça. Mais il n'empêche que le client, il ne vient pas chez toi par hasard, il vient parce qu'il t'a rencontré, il vient parce qu'il a entendu parler de toi, parce que si, parce que oui. Donc, il faut gérer cette clientèle. Et en fonction de la clientèle que tu as, tu es plus ou moins riche. Et en fonction des matières aussi, par exemple, traditionnellement, on considère que ceux qui font la matière particulière qui est le droit fiscal, ce sont des matières, c'est les impôts de droit fiscal. En général, les cabinets qui font du droit fiscal gagnent très bien leur vie, mieux que ceux qui font du droit de la famille. Donc oui, en fonction et puis en fonction du lieu où tu exerces, à Paris, les honoraires sont multipliés par 3 ou 4 par rapport à nous. En même temps, la vie est peu chère aussi. Les soins aussi sont multipliés par 3 ou 4, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que les professionnels qui sont plus qu'ailleurs. La vie est plus chère, les soins sont plus chers. Voilà, ça ne s'arrête pas. Il faut savoir comparer. Également Nice, Paris, ce sont forcément des lieux très fréquentés par des bourgeoisies et par des gens aussi. Allez, une question encore. À partir du moment où on sort de la fac, on a 26 ans, on a des d'avocat, nous, on peut faire un réseau et pour justement avoir les gens, on peut voir qui sont tous les réseaux sont bons. Tous les réseaux sont bons. Il y a un réseau amical. Moi, par exemple, quand je suis revenu de Marseille et que je me suis installé à Mont-Saint-Esprit, j'ai activé tous mes réseaux. C'est-à-dire que j'avais mon réseau, j'avais grandi ici. J'avais la chance dans mes copains d'avoir quelques chefs d'entreprise pour que ça travaille. Je leur ai dit de me faire confiance. Je suis rentré à l'époque dans un mouvement que je vous invite à connaître qui s'appelle la Jeune Chambre économique, qui est un mouvement associatif de jeunes de 18 à 40 ans qui font des actions. Ça permet de se former et ça crée un réseau. Je faisais du sport, donc il y avait le réseau sportif. Je faisais un peu de politique à l'époque, donc il y avait le réseau politique. En fait, il y a tous les réseaux, quoi. Tous les réseaux existent. Hein. J'étais au club d'entreprise de Mont-Saint-Esprit. Donc après, j'ai été élu à l'Office du tourisme un temps. Enfin, voilà, il faut se faire connaître. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il faut aller de partout. Au début, il faut faire du commercial. Vous compreniez que ce sont des réseaux, on a bien en parler, mais qu'une profession libérale, par principe, ne peut pas faire de publicité. Alors, c'est plus vrai maintenant. C'est vrai ça a évolué. Oui, tout à fait. Ça a évolué depuis tout le temps. Là, maintenant, les avocats peuvent faire de la publicité. C'est encadré. C'est-à-dire que c'est soumis à certaines règles quand même. Mais on peut être sponsor de même tout. D'accord. Monsieur, comment vous formez une notoriété dans le métier d'avocat? Comment on fait pour gérer sa notoriété, c'est ça, enfin, pour être reconnu? Alors, tu as plusieurs choses. Par exemple, ceux qui font du droit pénal qui plaident pour les
les viols, toutes ces choses-là, ils s'aiment bien être couverts avec les journalistes. Parce qu'ils vont avoir leurs photos, ils vont avoir leur nom sur l'article du journal, et ainsi de suite. Après, la notoriété en tant que telle, c'est soit la publicité récente, soit le bouche à oreille. Celui qui gagne toujours. Ça n'existe pas en réalité. Non, ça existe. Mais certains le disent, certains confrères disent qu'ils gagnent. Vous avez entendu parler de grands avocats qui ne sont pas du même côté, mais vous avez entendu parler de Dupond-Moretti, je suppose. Comme vous avez entendu parler aussi de Collard. Et ce sont des gens qui ont aussi qui ont une notoriété, mais ciblée. Ouais, les gens qui ont cette notoriété, ils ont une particularité, c'est qu'ils aiment beaucoup la télé. Les journalistes, peut-être parce qu'ils s'aiment eux-mêmes d'ailleurs. Est-ce que c'est la fin? Parce que je voudrais vous dire deux choses, quand même, parce que du coup, On pense à rien. j'ai participé il y a quelques semaines à une visioconférence où on me posait des questions sur ce métier et du coup, j'avais noté quelques questions, sachant que je voulais vous voir. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question, acceptez-vous de défendre tout le monde, de vous refuser? La réponse est, on fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé. Moi, par exemple, je n'ai jamais plaidé, et je pense que je ne plaiderai jamais pour tout ce qui est attouchement sur enfants, en fait, tout ce qui touche les enfants, en fait. Hein. Je ne pourrais pas, voilà, c'est ma conscience. Et j'ai le droit de dire non. Quand les gens m'appellent en disant, je voudrais que vous me défendiez pour ça, je dis non, allez voir quelqu'un qui accepte de le faire, moi je ne veux pas. Ça veut... Après, je ne juge pas l'avocat qui le fait. Simplement, je ne me sens pas capable de le faire. Et je ne le ferai pas bien. Il y a peut-être un avocat qui peut le faire parce qu'il est permanent. Alors, s'il est de permanence, il est censé prendre le dossier, mais on a quand même une clause de conscience. C'est-à-dire que même de permanence, parce que moi, quand j'étais jeune avocat, j'ai été de permanence, et donc j'ai été amené à refuser, on demande au bâtonnier de nommer quelqu'un d'autre. Et on fait jouer notre clause de conscience. Donc là, j'ai répondu à ma question. Je vais me poser une deuxième question. Les points positifs, les points négatifs du métier. Alors, les points positifs, on en a un peu parlé, c'est la liberté, c'est le fait que c'est un métier qui évolue, c'est le fait que c'est un métier qui vous fait tout le temps réfléchir, donc c'est un métier vivant, et c'est un métier où vous ne vous ennuyez pas. Je vous disais tout à l'heure, je vais là, je vais au tribunal, je reçois des gens, je réfléchis, je travaille sur des dossiers, je ne m'ennuie pas. Voilà. Le point négatif, et dernier point positif quand même, si vous le faites bien, c'est un métier qui vous permet de gagner de l'argent. Et ça, c'est quand même pas désagréable. Le point négatif, quand même, c'est que c'est un métier que vous ne pouvez pas trop faire à moitié. C'est-à-dire que soit vous êtes bon, et vous avez la clientèle, vous la développez, vous avez beaucoup de travail, mais ce beaucoup de travail entraîne aussi beaucoup de sollicitations, beaucoup de stress. Et je crois que le plus dur, moi, maintenant, depuis quelques années, mon épouse est venue travailler avec moi, elle faisait autre chose avant, et elle me dit, je pense que je n'ai jamais vu un métier aussi stressant que celui-ci. Parce qu'on a la pression des clients, on a la pression du résultat, parce que les gens ils vous confient une partie de leur vie, et il ne faut donc pas se couper. Et puis, on a la pression des dates, c'est-à-dire que souvent, dans une procédure, à telle date, il faut faire quelque chose. Et quand vous avez une multitude de dossiers, que pour demain matin, il faut rendre quelque chose, et bien, le soir à 23h, je prends mon dossier, je suis chez moi, et je le fais. Parce qu'à 8h, il faut que ça soit sur le bureau. Donc, c'est un métier stressant pour ça. Mais j'allais dire, c'est un des rares points négatifs que je trouve à ce métier-là. Tout le reste étant, c'est un métier extraordinaire. Moi, je me suis épanoui, je vais continuer à m'épanouir dans ce métier-là parce que c'est vraiment un très beau métier. Une dernière? Non? Ça va? Oui, allez, mademoiselle. Malgré le fait qu'on travaille tout le temps, que même après le travail, on va encore au travail, il n'y a pas de vie. On peut mener une famille, on peut. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est une question d'organisation. C'est vrai que je ne vais pas vous faire peur à cause de ça. Moi, j'ai des enfants, je m'en suis occupé, je les ai amenés au sport. Le soir, quand il y avait judo, handball ou quoi que ce soit, je les amenais parce que j'adorais ça. Le week-end, je les amenais sur les stades. Pas de problème. On peut simplement, c'est une question d'organisation aussi.
je vous disais que j'ai attaqué très tôt le matin, de 7h30 à partir de 7h30, c'est sûr que celui qui attaque à 9h, il a déjà 1h30 de retard sur moi. Et le soir, ça peut me permettre de terminer plus tôt. Moi, je suis, par exemple, dans l'organisation personnelle, je travaille beaucoup le lundi, mardi, mercredi. Le vendredi à midi, j'arrête. Voilà. Et depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup le samedi et le dimanche. Ce que je faisais quand j'étais jeune avocat, aujourd'hui, je ne le fais plus. Donc, j'ai déjà 2 jours et demi dans la semaine où je ne travaille pas. Donc, c'est pas mal. Après mes vacances, je prends des vacances comme tout le monde. Fin mai, je vais en vacances. Je vais poser une semaine. J'ai un agenda qui me permet de poser une semaine. La petite dernière question, notre assemblée est vraiment très féminine. C'est un métier qui se féminise. Voilà, donc c'était la question. Est-ce que tu as une notion effectivement d'une répartition ou peut-être Je n'ai pas de répartition, mais on le voit bien à la fois sur les juges et à la fois sur les avocats, qu'il y a de plus en plus d'éléments féminins. En même temps, ça ne m'étonne pas trop finalement, parce que le droit est une matière qui est vraiment sérieuse. Et d'une façon générale, on sait que les femmes sont plus sérieuses que les hommes. Alors, juste un dernier mot, Serge. Oui, je t'en prie. C'est quand vous faites droit, c'est pour élargir le débat. Quand vous faites droit, vous n'êtes pas obligé d'être avocat. Il y a d'autres métiers qui existent. Vous pouvez faire huissier de justice, vous pouvez faire notaire, vous pouvez faire juriste d'entreprise. Mais les métiers les plus répandus, c'est avocat, notaire, huissier et juriste d'entreprise. Et ça, c'est important parce qu'en cours de route, quand vous attaquez, vous étiez peut-être que vous allez dire je veux faire avocat, peut-être qu'en cours de route, le métier de magistrat, j'avais que le métier de magistrat. Le métier de magistrat est extraordinaire hein, comme métier. C'est un métier, c'est comme le métier d'avocat, c'est-à-dire que les juges, aujourd'hui, ils vont juger par exemple le droit de la construction, demain ils seront juges aux affaires familiales, après-demain ils seront juges de l'urgence, et c'est un métier comme le métier d'avocat qui au sein de tous les droits, ils peuvent évoluer. Donc eux aussi ne s'ennuient jamais en fait. C'est un beau métier parce que vous avez à la fois le côté, vous êtes fonctionnaire, donc celui qui ne veut pas faire une profession libérale, qui ne veut pas créer, qui a peur un peu de l'aventure, il est quand même fonctionnaire d'État. Ce sont des gens qui gagnent bien leur vie. Le magistrat en fin de carrière, il doit gagner 7 000 €, donc c'est quand même correct. Et c'est quand même un métier qui est très beau. Le seul inconvénient, c'est que c'est aussi un métier difficile, parce que c'est un métier où il faut trancher. Moi, je n'aurais pas pu le faire. Moi, j'aime bien défendre quelqu'un, m'approprier son raisonnement pour l'expliquer au juge, mais dire qui est le bon, qui est le pas bon, humainement, voilà, c'est pas bon. Mais c'est un super métier, hein, franchement. Tout va bien? Une dernière? Oui, c'est magistrat, c'est pas la même formation que l'avocat. C'est la même formation à la fac. Il faut faire du droit privé, donc licence de droit privé et puis une maîtrise en général. La maîtrise, alors elle s'appelle avant carrière, master carrière judiciaire. Je ne sais pas si c'est toujours le même nom, mais en fait, il y a une. Parce qu'on fait un peu plus de procédure civile. Mais après, c'est un concours administratif. Donc là, pour le moment, il faut le préparer parce qu'il est très dur, hein, le concours pour être magistrat. Il est plus compliqué que le concours pour être avocat. Oui, c'est vrai qu'on attaque le fonctionnariat. Donc, il peut y avoir, j'exagère, mais une 50aine de candidats et peut-être que 10 postes. Ouais, puis donc là aussi. Je pense que tu es loin des. Et je suis peut-être loin de ça. Mademoiselle. Il y a aussi une seule école de la magistrature. Oui, elle est à Bordeaux. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous réussissez le concours de magistrat, vous êtes déjà fonctionnaire. Fonctionnaire élève, donc vous commencez à être payé à ce moment-là. Quand vous intégrez l'école de la magistrature, vous êtes payé. Alors que quand vous intégrez l'école des avocats, vous n'êtes pas payé. Est-ce que ça vous va? Ben, écoutez, moi je remercie personnellement Maître Olivier Constant, parce que c'est du temps qu'il a donné pour vous. Il vous l'a bien expliqué au début. Je crois que tu aurais bien aimé aussi peut-être avoir des conseils à ce moment-là, quand tu étais au lycée. Mais voilà, donc moi je te remercie personnellement parce que tu as pris de ton temps et je sais que ton temps est précieux. Et puis moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout.
et d'être venu quand même en conséquence. Donc, merci beaucoup. Je vous précise un dernier truc, Serge, c'est pour à l'attention de tout le monde. Si vous avez des questions, j'ai un numéro de téléphone, donc vous appelez le cabinet, vous dites que vous m'avez vu lors de la conférence et je vous rappellerai. Si vous avez des questions plus précises, et même si vous voulez un jour venir me rendre visite au cabinet, la porte est ouverte, je m'organiserai pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Parce qu'il y a une partie du cabinet qui est à Bagnols, hein, quand même. Il y a une partie du cabinet qui est à Bagnols, mais vous viendrez plutôt à Conseil-d'Esprit parce que le nom du cabinet est à Conseil-d'Esprit, mais la porte est ouverte, si vous voulez que je vous aide, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, vos questions, vous le retrouvez dans 48 heures à peu près en replay sur notre plateforme école. Donc, il suffit d'aller sur le site jn9bagnols.fr et vous avez le lien pour pouvoir revoir cette conférence si le moindre mot de l'avocat vous a sensibilisé. Donc là, au moins, vous ne pourrez pas l'oublier. Moi, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une belle après-midi.